16h46 sur LCI. Bienvenue dans votre grand dossier consacré ce soir à cette question sans détour. La France est-elle en train de devenir un pays du Sud ? 49 départements placés en vigilance rouge canicule. Du jamais vu pour demain avec un mercure qui devrait monter et des records absolus qui sont attendus toute la semaine. Les autorités ont-elles pris la mesure de ce qui est en train de se passer ? Fallait-il par exemple interdire la fête de la musique ce soir ? Les questions se posent. Et puis surtout, est-ce que notre pays est prêt pour l'avenir ? Toutes les prévisions sont unanimes. Ces épisodes vont se répéter et devenir presque la norme. Alors que faire ? Faut-il se mettre au niveau de nos voisins du Sud, sur la climatisation, sur le bâti ? Et combien cela nous coûterait ? On mettra tous les chiffres sur la table dans le grand dossier. Mais d'abord, pour bien se rendre compte, je vous propose de revoir ce qui apparaissait encore comme une fiction il y a quelques années. Le bulletin météo fictif d'Evelyne Delia sur TF1 pour une journée d'été en 2050, dans 24 ans. Sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression que la réalité a dépassé la fiction. Dans l'après-midi, on atteindra ou dépassera encore les 40 degrés, 41 à Agen, 41 à Strasbourg, 40 dans les capitales, 42 pour Lyon et jusqu'à 43 degrés prévus à Nîmes. Des chiffres fous, mais donc on se rapproche aujourd'hui. On en parle avec vous, Claire Delorme. Bonjour, journaliste météo. Bonjour. LCI, merci d'être avec nous dans le grand dossier. J'accueille également Corinne Lepage ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ancienne ministre de l'Environnement dans le gouvernement d'Alain Juppé, si je me trompe pas. Il y a quelques années, mais on est ravis de vous accueillir parce qu'on a besoin de vos lumières. Le colonel Jérôme Boulanger est également avec nous. Bonsoir, colonel. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la sécurité civile. On a beaucoup de questions à vous poser sur l'émission, sur les dont vous serez déployés notamment dans les prochains jours et notamment ce soir pour la fête de la musique. Et puis on est ravis d'accueillir Maud Lelièvre. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes ancienne conseillère de Paris, rapporteure de Paris à 50 degrés et auteur de ce livre Faire face à la canicule aux éditions Desclés de Brouwer. On est également en ligne avec le médecin généraliste Dan Bensadoun. Bonsoir docteur. Je suis ravi d'accueillir. On a également beaucoup de questions à vous poser sur les bons comportements adoptés et les risques face à cette vague de chaleur. Mais d'abord donc, cette France qui rougit d'heure en heure. 49 départements placés en vigilance rouge canicule. Vous voyez cette carte et cette vague rouge qui s'étend d'heure en heure. Pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, on va prendre la direction des rues de Paris. On retrouve notre reporter Brandon Warrette avec Louis Mahé Charlemagne. Brandon, bonsoir. Vous êtes du côté du canal Saint-Martin. J'imagine qu'il fait déjà très chaud encore à 16h49. Bonsoir Quentin, effectivement, regardez ce thermomètre qui s'affiche 37 degrés cet après-midi et vous le constatez sur ces images de Louis Mahé Charlemagne. Regardez cette foule extrêmement compacte, beaucoup de Parisiens, de touristes rassemblés entre le quai de Valmy et le quai de Gemap. Vous savez, depuis ce mercredi 17 juin, ils ont l'autorisation de se baigner entre 16h et 20h, même si depuis ce matin très tôt, on a vu déjà des baignoires et puis on plonge notamment, beaucoup de monde, on a même du mal à se frayer un chemin. Je vais vous rejoindre, excusez-moi messieurs, dames. Je suis avec vous, bonjour à tous. Alors, vous savez que aujourd'hui, il est interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique. On peut consommer dans un bar, mais il faut rester dans le bar ou sur la terrasse. C'est interdit. Je vois quand même de l'alcool là aujourd'hui. Oui, un peu effectivement. Je pense que c'est aussi important de fêter la musique, de boire un peu d'alcool avec modération et que ça sert à rien de réprimander les gens pour le faire. Il faut juste les sensibiliser. Une fête de la musique sans alcool, ça c'est pas possible pour vous ? C'est plus compliqué parce qu'on est quand même habitué à faire des festivités avec de l'alcool de façon... Enfin, on est jeune, un peu tout le monde boit aujourd'hui, mais il faut vraiment faire attention, surtout avec la canicule, parce que l'alcool peut donner l'impression de s'hydrater alors qu'en réalité, pas tant que ça. Justement, le risque de déshydratation, le risque de malaise aussi. Vous savez que vous risquez une amende de 135 € si là, la police municipale qui est mobilisée un peu plus loin arrive et vous voit avec de l'alcool ? Oui, évidemment, mais après, voilà, je pense qu'on n'est pas les seuls. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes comme nous qui vont braver parce que voilà, il fait beau, c'est la fête de la musique, donc une bière au final, ça fait pas grand mal, même si voilà, il faut toujours se modérer. Et écoutez, si on prend l'amende, au moins on aura vécu une belle journée. Vous allez consommer et donc profiter toute la soirée là ? Oui, absolument. Alors je pense que mes amis sont un peu politiquement corrects, mais on va tous profiter. Je pense que l'interdiction n'a jamais empêché les gens de consommer dans tous les cas. Et puis il fait beau, on a envie de profiter de l'eau.
Donc je pense qu'on est à l'extérieur et on peut... Merci à tous, je vous laisse profiter. Je n'ai pas d'alcool à vous proposer parce que c'est dangereux et très... par contre, un peu de brume, c'est pour tout le monde. Il fait chaud, on se rafraîchit pour Louis Mahé, pour moi. Et sachez que le thermomètre, et c'est pour vous aussi, c'est cadeau. Le thermomètre va grimper cet après-midi jusqu'à 38 degrés aujourd'hui. Des températures qui vont se maintenir dans les prochains jours. Merci beaucoup Brandon Noiret, merci également à Louis Mahé Charlemagne qui vous accompagne. L'interdiction notamment de boire de l'alcool dans les rues. Colonel, est-ce que c'est liberticide ou est-ce qu'au contraire il fallait cette mesure dans cet épisode que l'on connaît ? Il y a un véritable enjeu de santé publique en fait. L'enjeu il est là, il est hospitalier également. Il s'agit de ne pas encombrer les services d'urgence de manière à ce que les médecins et les hôpitaux puissent prendre en charge les autres pathologies. Donc l'enjeu il est là. Il est aussi un enjeu bien sûr pour les gens qui se mettent en danger finalement. On le sait très bien, la conjugaison de la chaleur et de l'alcool, ça pose un certain nombre de problèmes corporels, psychiques, et donc il faut vraiment faire très attention. C'est pour ça que nous donnons ces conseils, c'est pour ça que un certain nombre d'interdictions ont été prononcées. Ça va dans le sens, je le répète, de la protection de la santé des populations. Corinne Lepage, là je vais poser la question directement. Est-ce qu'il fallait, oui ou non, interdire les rassemblements pour la fête de la musique ce soir ? Je pense que la décision qui a été prise de faire du cas par cas, c'est-à-dire en fonction de la température du lieu où se prépare la fête, en fonction des circonstances de la fête. Est-ce qu'il y a des endroits ombragés, par exemple, ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout ? Voilà, je crois qu'il faut être pragmatique, et puis il va falloir apprendre à changer. Je crois que c'est ça, pour moi, l'élément le plus important. C'est qu'il faut individuellement et collectivement qu'on accepte de changer, de nous adapter, parce que ces épisodes-là, c'est attendu, il y en aura d'autres, il y en aura de plus en plus, donc chaque fois on va pas recommencer en disant « Ah bah c'est vraiment très surprenant ». Ben non, c'est malheureusement pas surprenant. Maude Lelièvre, vous êtes ancienne conseillère de Paris, est-ce que vous êtes d'accord avec la décision du maire de Paris, Emmanuel Grégoire, aujourd'hui, de ne pas interdire la fête de la musique, ou au contraire, parce qu'il y a des villes, on va voir notamment la carte, qui ont annulé certains concerts, je pense à Briche, je pense à Nanterre, il y a d'autres événements qui ont été annulés, voilà cette carte qui s'affiche, Alfortville, Saint-Savinien, La Tech. Est-ce qu'il aurait fallu faire de même à Paris ? Annuler, c'est protéger, c'est faire en sorte que effectivement les hôpitaux puissent se consacrer aux victimes les plus importantes, les plus fragiles. Et il faut se rappeler quand même que 75% des victimes lors de la dernière canicule avaient plus de 75 ans. C'était des femmes seules de plus de 75 ans. Donc évidemment, à chaque fois qu'on crée des rassemblements, qu'on crée des lieux de tension, de risque, on laisse moins d'opportunités aux médecins, aux services d'urgence de pouvoir se mobiliser. Eh bien justement, on est en ligne avec un médecin généraliste, Dan Bensadoun. Merci d'être avec nous, docteur. La première question que j'ai envie de vous poser, quel est le risque principal de ce cocktail qui peut paraître, pardon pour l'expression, explosif entre la chaleur et l'alcool ? Vous me permettez que je revienne un petit peu en arrière. En fait, ce qui est important, plutôt que d'interdire, ça aurait été peut-être de faire un petit peu de pédagogie et de faire de l'éducation sanitaire, en parlant des effets secondaires et des effets possibles de l'alcool sur la chaleur. Parce que finalement, on parle de l'interdiction de l'alcool ici, mais il faut parler plutôt de l'éducation vis-à-vis de l'alcool, notamment sur les plages où finalement l'alcool est consommé et les rosés sont consommés. Alors, en ce qui concerne l'effet de l'alcool, effectivement, il est multiple. Le premier, c'est une dilatation cutanée. La dilatation cutanée, c'est un phénomène réflexe qui vous donne l'impression d'avoir chaud. C'est pour ça qu'en hiver, quand on prend une petite bouteille de petit alcool, on a l'impression d'avoir chaud et que ça fait du bien. Mais en fait, il augmente la déperdition hydrique. Et on sait que le principal effet de l'alcool, c'est la déshydratation. Il a un effet sur l'hormone antidiurétique qui la bloque et donc favorise la diurèse, donc l'émission d'urine. C'est d'ailleurs pour cela que quand on boit beaucoup, les lendemains de cuite sont parfois un petit peu difficiles. C'est pas l'alcool en soi, c'est l'effet de l'alcool sur l'hydratation et c'est la déshydratation qui cause ces maux de tête intenses que l'on a. Donc ça, c'est l'effet de l'alcool
sur l'hormone antidiurétique. Il y a l'effet de vasodilatation. Il y a aussi un effet sur le jugement, l'altération du jugement. Quand on prend un petit peu d'alcool, on est gai et on oublie finalement qu'il fait chaud, qu'il faut boire. Donc il y a tous ces effets-là qui sont dangereux. L'alcool peut aussi avoir certains effets sur la potentialisation de certains médicaments comme les diurétiques, comme les neuroleptiques, comme les antihypertenseurs qui sont déjà classés à risque pendant les vagues de canicule. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont induits par l'alcool et qui peuvent avoir un effet néfaste en combinaison avec l'effet de chaleur. Alors justement, si je vous écoute, docteur, le risque est grand. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu tout simplement interdire les rassemblements, parce qu'on imagine que ça va être très compliqué ce soir de faire régner cette règle partout dans les rues de Paris et ailleurs d'ailleurs dans tous les départements qui sont concernés. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu votre regard de médecin, avec votre regard de garant de la santé publique, si je peux m'exprimer ainsi, est-ce qu'il n'aurait pas fallu mieux interdire tout simplement ? À mon sens, non. Ce qu'il faut surtout, c'est éduquer, protéger et faire en sorte que les gens qui sont sur place puissent avoir accès à des endroits rafraîchis, à de l'hydratation correcte, à des bouteilles d'eau, sans pour autant devoir les interdire. Non, je pense pas que les interdire aurait été une bonne mesure. Ça aurait créé des tensions ailleurs. En revanche, l'éducation, la prévention sont clés. Et c'est pas au moment où la canicule arrive qu'il faut parler des effets de l'alcool ou de l'hydratation. C'est bien avant, c'est dans les écoles, c'est dans les lycées, c'est à la maternelle, c'est éduquer les personnes vis-à-vis de ce qu'il faut faire quand il y a des scénarios similaires qui apparaissent. Docteur, vous restez avec nous. On va regarder et analyser cette carte quand même qui fait chaud dans le dos, entre guillemets, parce que c'est vrai que on avait rarement vu, Claire Delorme, autant de départements. Je rappelle qu'on est dans une situation qui est inédite, historique. 49 départements en vigilance rouge, c'est du jamais vu. C'est très clairement du jamais vu, c'est historique. Et là, c'est inquiétant car c'est surtout très précoce. Là, on vient officiellement d'entamer l'été calendaire. On a déjà des températures qui dépassent les 40 degrés. Donc pour moi, c'est tout simplement symptomatique d'un problème de fond dont on sait tous, c'est le dérèglement climatique. Et donc cette configuration tendra à se multiplier et à s'étendre sur une période allant de mai jusqu'à septembre, voire plus. Et comme je vous le disais, à s'intensifier et à se répéter pour les prochaines années. Donc là, nous avons jusqu'à 40 degrés. Ce n'est qu'un début. Parce que le pire est à venir dans les jours prochains. Je vous l'ai dit, on pourrait largement atteindre, voire dépasser les 42 degrés. Et les températures nocturnes aussi à prendre en compte, puisque, comme je vous le disais, le corps récupère entre 18 et 21 degrés. La nuit sera ça aussi. Mais là, on ne pourra même plus récupérer, puisque les températures nocturnes ne s'abaisseront pas en dessous des 22 à 25 degrés minimum, au moins pour les 3, 4, 5 nuits prochaines. Et ça va durer combien de temps ? Alors, c'est très difficile de se prononcer, puisque la météo est précise, vraiment précise, dans les 48, voire maximum 72 heures. Après, on rentre dans des prévisions qui deviennent de plus en plus incertaines. Et là, les modèles sont assez peu réjouissants, puisque on ne voit pas la fin de cette canicule. On voit toujours cette chaleur perdurer de jour comme de nuit, avec en plus des orages qui vont se développer. Mais les orages ne vont pas forcément mettre un terme à cette vague de chaleur. On en a au minimum, je dis bien au minimum, pour la fin de cette semaine. Et évidemment, je pourrais vous détailler peut-être ça demain ou dans les prochaines heures si Météo France arrive à avoir un peu plus de précision dans les jours à venir. Et c'est d'ailleurs ce que vient d'indiquer le ministre chargé de la transition écologique, Matthieu Lefebvre, qui indique qu'il n'y a pas de baisse de température prévue au moins avant la fin de semaine. Donc ça nous laisse presque encore une semaine à vivre avec cette température. On va regarder un petit tableau de quelques villes parce que, encore une fois, les chiffres sont assez impressionnants, notamment sur la façade ouest, à Bordeaux, à Nantes et à Angoulême. 40 degrés demain, 42, 41 degrés. Vous êtes auteur de ce livre, Maud Lelièvre. Paris à 50 degrés. Alors, on n'est pas encore à 50, mais quand vous voyez ces chiffres-là, est-ce que vous êtes étonné ou au contraire vous dites le mur était là, on l'a pas vu arriver? Un manque d'anticipation, sans doute de façon collective, du côté des collectivités locales, du côté du gouvernement. Effectivement, toutes les projections tendent vers cette augmentation des températures. C'est déjà le cas en Inde, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une politique d'urgence pour adapter les villes et pas simplement répondre à la crise au coup par coup, réagir lorsque la température est déjà trop élevée. Colonel Jérôme Boulanger,
honnêtement, ces chiffres-là, vous, votre répercussion sur vos services, c'est quoi? C'est davantage d'appels, davantage d'opérations sur le terrain? Alors, il y a effectivement un nombre d'opérations un frémissement, on va dire, d'augmentation pour l'instant des interventions. Il faudrait voir en milieu hospitalier ce que ça signifie, mais en tout cas, nous, voilà, on constate une légère, pour l'instant, augmentation des interventions. Mais bien entendu, cela veut dire pour nous une montée en puissance de nos dispositifs opérationnels. Le docteur tout à l'heure parlait du maintien des fêtes de la musique. L'avantage, quand les choses sont organisées par rapport au développement éventuellement de fêtes sauvages, entre guillemets, c'est qu'au moins, quand les choses sont organisées, elles sont encadrées. Elles sont notamment encadrées du point de vue des dispositifs prévisionnels de secours avec les associations agréées de sécurité civile qui sont mobilisées sur ces événements-là, ce qui veut dire très clairement qu'il y a sur tous les lieux de manifestation des secouristes qui, en première intention, sont capables de prendre en charge un malaise, de prendre en charge une personne qui se sent mal. Le docteur parlait aussi de l'importance de l'éducation. C'est aussi le rôle de la sécurité civile en France de développer ce qu'on appelle la culture de la résilience. Il faut que le citoyen se prenne en main et soit accompagné dans cette prise en main de manière à développer les gestes de premier secours. Cela passe aussi par les politiques jeunesse qui sont développées, déployées dans les départements, dans les collèges, dans les écoles. Et la sécurité civile propose un certain nombre d'outils de manière à permettre justement ce développement de la culture de la sécurité civile, ce développement de la culture de la résilience. Corinne Lepage, je rappelle que vous avez été ministre de l'Environnement au milieu des années 90. On va revoir ces chiffres-là, 40 degrés, 41, Angoulême, Bordeaux. Est-ce que, à votre époque, vous aviez déjà des alertes pour vous dire que dans 30 ans, 25-30 ans, on arriverait à des températures comme ça, ou pour le coup, vraiment, ça a dépassé ce qu'on pouvait prévoir il y a 30 ans de cela? Et ça n'a aucun rapport avec ce qu'on prévoyait il y a 30 ans. Oui, on savait qu'il y avait le dérèglement climatique qui arrivait. J'ai du reste fait voter une loi qui s'appelait la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. C'est-à-dire qu'on était déjà dans la perspective qu'il fallait changer. Mais je rappelle que le rapport du GIEC sur lequel on s'était appuyé en 1995 voyait comme scénario pessimiste 1,5 degré en 2100. C'était un scénario pessimiste. 1,5 degré en 2100. Donc, vous voyez que les 1,5 degré, on va les atteindre en 2030. Alors, on les a déjà, mais en réalité, pour qu'il y ait 1,5 degré, il faut que ce soit, enfin, je passe sous votre contrôle, c'est 10 ans de suite. Donc, on n'a pas eu pendant 10 ans 1,5 degré. Mais en France, on est à plus. On est déjà entre 1,8 degré et 2 degrés d'augmentation de la température. Voilà. Donc, oui, on savait qu'il y avait des choses à faire. C'était inaudible. C'est-à-dire que quand je m'exprimais sur le sujet il y a 30 ans, les gens me regardaient en rigolant, disant elle est hurluberlu, quoi. Mais c'était pas du tout à ce niveau-là. Le docteur Dan Bensadoun, lorsque vous voyez ces chiffres 40 degrés, 41, quels sont les signes auxquels il faut prêter attention pour éviter le coup de chaleur? Alors, ce que je vais dire maintenant s'adresse peut-être à Claire Delorme. Quand on voit ces chiffres-là, on sait que l'homme est un mammifère homéotherme. Donc, le but de tous les mécanismes qui sont mis en route vise à faire en sorte que le corps reste entre 36,5 et 37,5 degrés, donc 37 degrés. Donc, il va y avoir une vasodilatation et une évacuation de la chaleur par la sudation. Et la sudation sera éliminée d'autant plus facilement que l'air est sec. Donc, il y a un élément qui manque dans ce tableau-là, c'est le degré d'hygrométrie, parce que 42 degrés à Nantes, ça n'est pas la même chose que 42 degrés à Langres ou à Nancy. 42 degrés en fonction du degré d'hygrométrie, le ressenti et les mécanismes qui seront mis en route et les répercussions de ce mécanisme seront différents. Donc, je m'exprime, je vais continuer. Si par exemple, vous avez un degré d'hygrométrie qui est très très faible, on va dire 10%, avec une température de 42 degrés, l'élimination se fera beaucoup plus facilement de la transpiration, de la sudation, donc ce sera beaucoup mieux supporté
supporter que si vous avez un degré d'hygrométrie de 90 degrés, comme vous pouvez avoir par exemple dans des villes comme Tel Aviv en plein été, où là on est à 90-95% d'hygrométrie, mais avec la même température, ce sera beaucoup moins supporté et la transpiration s'éliminera beaucoup moins. Donc vous transpirerez plus, mais vous n'éliminerez pas davantage de température. Donc il vous faudra beaucoup plus de mécanismes de protection pour cela. Donc en fait, ce tableau est intéressant, mais il serait d'autant plus intéressant qu'il inclurait aussi l'hygrométrie. Alors effectivement, je rappelle que c'est pas Claire Delorme qui a fait le tableau et que tout s'est fait en accord évidemment. Non. Et que si on pouvait avoir tous les chiffres, on pouvait pas tout faire rentrer, mais effectivement, vous avez raison de préciser que... Non, mais c'est parce que nous avons parlé avec Claire Delorme de tous ces éléments-là hier. Bien sûr. Non, mais justement, pour compléter les propos du docteur, nous avons donc des températures qui sont prises sous abri, donc ce sont des valeurs, c'est factuel, donc des valeurs qui sont mesurées, qui sont vraiment conformes partout. En gros, c'est un thermomètre qu'on place dans une caisse à une certaine hauteur pour éviter les rayonnements directs du soleil, mais aussi protéger du vent et de la pluie. Donc ça, c'est une valeur. Mais là, ce dont parle le docteur Bensadoun, c'est surtout de la température ressentie avec des paramètres extérieurs, notamment comme le vent et comme l'humidité. Et en effet, plus la masse d'air est humide et plus il fait chaud, moins le corps aura sa capacité à se réguler et donc à transpirer. Et donc c'est pour ça que par exemple 25 degrés certes, mais avec une humidité dans l'air à 50%, eh bien ça sera beaucoup plus difficile à vivre qu'un 35-40 degrés avec un taux d'humidité à 10%. Et là je le rejoins à 100%. Il faut bien faire la différence entre des températures qui sont mesurées, qui sont des valeurs physiques, et la manière dont nos corps vont s'adapter à cette chaleur où en effet il faut prendre en compte l'humidex. Ce qui rend cet épisode d'autant plus exceptionnel, c'est que certaines villes qui n'étaient pas habituées à vivre certaines vagues de chaleur de ce type, aujourd'hui doivent s'habituer. C'est le cas notamment du Mans qui pour la première fois de son histoire est passé en vigilance rouge aujourd'hui. Notre reporter sur place, Chloé Barbeau, nous explique un peu comment les habitants s'organisent, et notamment des musiciens qui vont participer à la fête de la musique. Regardez. Oui, il fait 37 degrés cet après-midi au Mans et il n'a jamais fait aussi chaud dans cette ville. La ville est en vigilance rouge canicule, c'est la toute première fois de son histoire. Et pour autant, la fête de la musique aura bien lieu ce soir, mais dans des circonstances un petit peu particulières. Tous les artistes et tous les techniciens vont être hydratés par Lino et Florentin qui sont en pleine distribution. Alors, combien de litres d'eau ici ? Ici, du coup, on a 25 à 30 litres d'eau par scène. C'est énorme, vous faites ça tout l'après-midi ? Non, là, c'est juste sur un temps précis, mais on en distribue du coup sur une partie des scènes précisément. Donc ça, c'est un dispositif particulier pour la canicule. Oui, tout à fait. Bon, on en aurait sûrement distribué de toute manière, mais là, forcément, on a renforcé les effectifs, donc on a renforcé l'eau qu'on distribue à tout le monde, évidemment. Ok, merci beaucoup. L'une des personnes qui va boire cette eau, c'est Damien, qui est DJ et qui s'apprête à être là toute la nuit. Bonjour Damien. Bonjour. Elle est utile cette eau ? Elle arrive à pic, on vient de terminer la dernière gourde. Donc c'est bien pratique pour cette soirée qui va être longue et chaude. Merci beaucoup. Effectivement, la nuit s'annonce chaude, une nuit tropicale même. Les températures ne descendront pas sous les 25 degrés. Corinne Lepage, c'est quand même assez inquiétant de voir que certaines villes aujourd'hui qui n'étaient pas habituées vont devoir malheureusement s'y faire avec des températures bien au-delà de ce qu'elles connaissaient avant. Oui, bien sûr, mais vous savez, le sud de la France est déjà classé en semi-aride. Pas depuis très longtemps, les gens ne le savent pas suffisamment, mais c'est une réalité. Nous sommes classés semi-arides dans tout le sud-est. Et pourtant, quand vous regardez la carte, là où c'est jaune, c'est précisément le sud-est. C'est-à-dire que y a des températures normales, parce que vous ayez 32 ou 34 sur la Côte d'Azur, il n'y a rien d'extravagant. Par contre, 34 au Mans, c'est une autre affaire. Et c'est là où on voit effectivement les changements. Et je voulais rajouter quelque chose à propos de l'hydrographie. Il y a aujourd'hui dans le monde déjà 2 zones qui sont devenues inhabitables pour l'être humain. Ce sont des zones dans lesquelles il fait plus de 40 degrés et plus de 50 degrés, de 50% d'humidité. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez plus transpirer. Et un individu qui est à 45, je crois, 45 degrés, et qui ne peut pas transpirer au bout de 5 heures, il meurt. Voilà. Donc vous avez déjà des zones inhabitables et ça va continuer. Ça va continuer parce que y a pas qu'en France.
où la température augmente, et il y a des zones qui sont des zones extrêmement humides et qui vont le rester. Donc on va vers des bouleversements considérables, ça veut dire aussi des mouvements de population considérables, parce qu'une zone inhabitable, comme son nom l'indique, elle peut pas être habitée. Donc il faut bien que les gens qui y vivaient aillent ailleurs. Alors on n'ira pas peut-être jusque-là, mais c'est une transition effectivement pour évoquer la suite de notre grand dossier juste après la pause, parce qu'on se posera directement la question, est-ce que notre pays aujourd'hui est en train de devenir un pays du Sud qui sont davantage préparés évidemment eux à des fortes chaleurs, mais aujourd'hui on se pose la question lorsqu'on voit ces températures et ces thermomètres qui grimpent jusqu'à 40 degrés, on en parle juste après dans le grand dossier, restez avec nous. Les suites de votre grand dossier consacré ce soir à cette question sans détour. La France est-elle en train de devenir un pays du Sud? Faut-il s'inspirer de nos voisins pour affronter les vagues de canicule qui vont se succéder et s'accélérer dans les prochaines années? On se posera toutes les questions dans le grand dossier avec notamment tous les chiffres. Mais d'abord, le rappel des titres avec bien évidemment à la une ces 49 départements placés donc en vigilance rouge canicule. 35 millions de Français sont concernés, 40 autres départements sont placés en vigilance orange alors que le pays entre dans un plateau de chaleur extrême jusqu'à jeudi. Dans l'éducation, 845 écoles et collèges seront fermés demain. Quant au transport, Jean Castex, le PDG de la SNCF, appelle les personnes vulnérables à ne pas prendre le train. L'actualité internationale avec J.D. Vance qui salue une rencontre historique avec l'Iran et appelle à tourner une nouvelle page au Moyen-Orient. Alors que se sont ouvertes en Suisse les discussions entre Téhéran et Washington, un optimisme qui tranche avec le ton cette fois menaçant du président américain Donald Trump au même moment. Alors que la situation reste tendue au Liban, le président américain prévient l'Iran doit immédiatement empêcher ses groupes affiliés de causer des problèmes. S'ils ne le font pas, nous frapperons l'Iran très fort à nouveau. Fin de citation de Donald Trump. Et puis retour en France avec les rapports des inspections générales de la gendarmerie et de la justice sur l'affaire de la petite Liana qui confirme des dysfonctionnements et des erreurs individuelles dans le traitement d'une plainte pour viol sur mineur qui datait d'août 2025 et qui visait Jérôme Barella. Des rapports qui seront publiés demain. Mais donc on continue d'évoquer cette canicule qui s'abat sur toute la France. Je vous le rappelle, ce chiffre inédit, 49 départements en vigilance rouge demain pour canicule. On va justement prendre la direction de l'un de ces départements, l'Ille-et-Vilaine, qui sera placé donc demain en vigilance rouge, plus précisément à Rennes. C'est là qu'on vous retrouve, Kelvin Ginlac. Évidemment, les habitants se préparent à de fortes chaleurs dans les prochaines heures. Ils vont fêter la fête de la musique. Quels sont les moyens qui seront prévus pour lutter contre la chaleur ? Oui, il fait 36 degrés en ce moment à Rennes. Et parmi les moyens, il y a 2 bars à eau comme celui-ci qui ont été installés par la ville. Ils permettent de se rafraîchir. Tous les passants peuvent gratuitement venir chercher de l'eau. C'est le cas de Nathalie. Bonjour. Bonjour. J'ai vu que vous veniez de remplir justement votre gourde. C'est indispensable ? Ah oui, elle était vide et à moins d'aller acheter de la boisson, vraiment c'est un lieu stratégique et c'est très très bien. Okay. Là, vous auriez pas pu justement attendre ou vous servir ailleurs dans une fontaine Non, parce que on est venu là par hasard, mais il n'y a pas de fontaine autrement. Moi, demander dans des bars de l'eau, mais voilà. Super, merci. Alors, il y a des gourdes, ceux qui viennent avec leurs gourdes, et puis il y a aussi la possibilité d'avoir un gobelet. C'est le cas de vous. Vous n'aviez pas de moyens pour prendre de l'eau. J'ai vu que vous aviez récupéré un gobelet. C'est une bonne chose, justement, ce bar à eau. Oui, tout à fait. Surtout avec le réchauffement climatique aujourd'hui, avec toutes ces nouvelles fortes chaleurs, c'est vrai que c'est nécessaire d'avoir ce genre d'installation. Donc, merci à eux. En plus, il fait super chaud aujourd'hui, donc c'est bien de s'hydrater surtout. Oula. Oui, il fait justement super chaud, comme elle le disait maintenant. Il va faire super chaud aussi cette nuit, 24 degrés, des nuits caniculaires, bien plus élevées que les précédentes nuits. Et puis à partir de demain, 40 degrés ici attendus à Rennes. Alors ce bar à eau qui devait normalement s'arrêter à partir de ce soir va être poursuivi demain lundi, mardi et mercredi au minimum en raison des fortes chaleurs et notamment de la vigilance rouge à la canicule ici en Ille-et-Vilaine. Merci beaucoup Kelvin Ginlac, merci également à Justine Le Pourrier qui vous accompagne. On est toujours en ligne avec le docteur Dan Bensadoun. Est-ce que ces mesures d'hydratation, c'est suffisant pour éviter le coup de chaleur ce soir ?
Non, c'est pas. Elles sont nécessaires, mais pas suffisantes. Je sais pas si vous avez vu les personnes qui étaient interviewées porter des vêtements noirs et des vêtements qui collaient au corps, qui sont exactement l'inverse de ce qu'il faut faire quand il fait chaud, où on recommande plutôt des vêtements amples qui laissent passer l'air, qui font une sorte de circulation d'air et de couleur claire. Donc, si vous voulez, il y a toute une série de mesures petites, les unes accumulées avec les autres, qui permettraient de beaucoup mieux supporter ces fortes chaleurs et dont on ne parle pas, parce que on a parlé bien évidemment tout à l'heure de l'alcool, mais la caféine aussi a un effet néfaste sur le corps quand il fait très très chaud. Donc ces mesures-là sont de bonnes mesures. Il ne faut pas qu'elles soient sorties au dernier moment, parce que je suis sûr que parmi les gens qui assistent à ces événements-là, ils voient des barreaux, ils comprennent peut-être pas vraiment pourquoi on fait ça. Je pense que c'est toute une éducation dont on parlait tout à l'heure, avec le lieutenant-colonel des pompiers dont on parlait, qui sont nécessaires et dès le plus jeune âge, et qui ne sont pas simplement nécessaires à sortir quand l'échec est là, quand le problème est là, quand la canicule est là, mais qui doivent être prises de manière très anticipée. On mentionnait hier d'ailleurs sur cette même chaîne que l'acclimatation au chaud de l'organisme se faisait immédiatement, mais il y avait aussi un phénomène hormonal qui se mettait en route et qui permettait à l'organisme de beaucoup mieux supporter les grandes chaleurs au bout de 2 voire 3 semaines. Et donc c'est toute cette réflexion qui est importante à mettre en place. Colonel, vous partagez les propos du médecin, du docteur ? Oui, c'est vrai que c'est important de penser à amener les populations à se prendre en charge, anticiper les risques. C'est un travail de longue haleine. La sécurité civile accompagne les collectivités, accompagne les services de l'État, les préfets dans ces mises en œuvre de politiques, de culture de sécurité civile, de politique de résilience. Il y a la journée de la résilience qui généralement se tient le 13 octobre. Le directeur général de la sécurité civile dit souvent que la journée de la résilience, c'est comme la Saint-Valentin, ça doit être tous les jours, parce que le citoyen, acteur de sa propre sécurité, il n'y a pas un jour dédié à cela, ce doit être tous les jours. Mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. L'année dernière, en 2025, 15 000 actions labellisées Journée nationale de la résilience ont été effectuées. C'est bien, mais on peut encore faire mieux. Et comme dit, nous accompagnons, nous, sécurité civile, ces actions dans les territoires. Arlette Chabot, vous nous avez rejoint. Bonsoir Arlette, éditorialiste politique TF1 LCI. Je vous pose un petit peu la même question tout à l'heure par rapport à ces événements. On l'a vu à Rennes, évidemment là-bas on va fêter la fête de la musique. On a vu aussi ces images à Paris tout à l'heure avec Brandon Warrett. L'alcool qui est interdit dans les lieux publics, en tous les cas effectivement juste dans les rues, il sera autorisé dans les restaurants et sur les terrasses. Le gouvernement visiblement prend quand même le sujet à bras-le-corps. On a vu le ministre de la Transition écologique, Mathieu Lefebvre, s'impliquer et nous indiquer lui-même les 49 départements qui seront concernés par cette vigilance rouge. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu interdire bonnement et simplement cette fête de la musique, ou c'était trop compliqué ? Et tout le monde aurait hurlé en disant c'est un scandale, comment on prépare cette fête, c'est un moment de joie, de partage. Bon, ben voilà, il y a la canicule et il faut s'arranger avec la canicule. Donc je pense que le gouvernement a raison. Chaque ville décide, il y a les maires qui annulent, ça dépend du lieu et du contenu de cette fête de la musique, si je puis dire. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt bien. Le gouvernement met effectivement l'alcool. Bah oui, c'est une manière de dire que il vaut mieux éviter de boire beaucoup quand il fait très chaud. Vous direz, on l'a déjà entendu, mais enfin, c'est pas mal de le rappeler. Et puis, en revanche, chacun, effectivement, de garder sa fête comme il le veut. Donc, je trouve, pour une fois, c'est bien. C'est pas Paris qui a décidé pour tout le monde. Et voilà, donc il y a la responsabilité pour les élus locaux, responsabilité aussi pour les préfets, puis responsabilité pour les Français, parce que rappeler effectivement un certain nombre de règles simples, c'est pas idiot, parce que il faut peut-être que chacun réfléchisse aux conséquences de ses actes. Ce que veut le gouvernement, c'est qu'il y ait, je pense, ce soir, ni incident, ni drame. Le drame, c'est, on l'a vu, il y a des gens qui jettent dans l'eau et ça se passe pas bien. Ni incident, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des bagarres, évidemment, à un endroit ou à un autre. Je pense que c'est ça que le gouvernement veut éviter. Et alors, on peut effectivement rappeler ce qu'on disait hier.
dans la série Nous sommes tous mobilisés, ils sont forts. Hein. C'est-à-dire, effectivement, le Premier ministre, 14 ministres rassemblés à Beauvau, il y aura un nouveau point. Cet après-midi, le ministre en charge de la transition énergétique, et paf, on en reparlera ce soir aussi, le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation, tous sur le pont. Mais franchement, alors on peut sourire parce qu'on a forcément mauvais esprit, mais s'ils ne le faisaient pas, on dirait, mais qu'est-ce qu'ils font ? Les Français vivent un moment incroyable, ils sont inquiets et le gouvernement n'est pas là. Bon, donc moi je pense que finalement ils ont raison de faire comme ça. Et on verra évidemment les suites. Vous voulez rajouter quelque chose, colonel ? Oui, alors il y a une mobilisation du gouvernement effectivement sur cette crise. Il y a aussi une mobilisation dans les territoires. Et il est important de dire que dès lors qu'on passe en canicule rouge, eh bien les préfets ont l'obligation d'activer leur cellule de crise départementale, le centre opérationnel départemental, en s'entourant des services de l'État, le représentant de l'Éducation nationale, le représentant des routes, des transports, l'expert météorologue local de Météo France, les services d'incendie et de secours, les services médicaux, autour du préfet, de manière à pouvoir apporter une réponse la plus adaptée finalement à la réalité de terrain. Et ça, je crois que c'est important. Mais est-ce qu'on va pouvoir développer ces réunions de crise, parce qu'à un moment donné, il faudra plus appeler ça des réunions de crise, parce qu'on va voir justement après que ces vagues de chaleur, elles vont perdurer, elles vont s'accélérer. Ce sera plus des réunions de crise, Corinne Lepage. Non, justement, c'est la question. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Arlette Chabot. S'ils avaient rien fait, qu'ils étaient restés chez eux tranquillou, on aurait dit c'est un scandale. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, et maintenant, on fait quoi ? Je veux dire, chaque fois, on est dans la réaction. On a déjà eu ça il y a 15 jours, peut-être pas aussi important, mais enfin quand même, c'était bien, hein, fin mai, c'était pas mal. On va arrêter de faire des réunions de crise chaque fois qu'il y a une canicule. Moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est, à la sortie de cette canicule, dire, voilà comment ça s'est passé, voilà ce qu'on a mis en place, maintenant, quelles mesures de fond on met pour faire de la prévention et pas de la réaction. Et justement, vous faites la transition parfaite, je vous donne la parole sur le prochain sujet. Absolument, Maud Lelièvre, juste après, parce qu'on va avancer et on va répondre à cette question. On va tenter d'y répondre, Corinne Lepage. Que faut-il faire maintenant ? Et maintenant ? Parce qu'effectivement, la question se pose. La France, aujourd'hui, quand on voit ces températures, se rapproche de ce que connaissent nos voisins du Sud. On s'est amusé, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, de regarder les températures il y a un an, un 14 juillet 2025, ce qui est un jour totalement normal pour nos voisins du Sud. Regardez, à Séville, en Espagne, 36 degrés. À Palerme, en Sicile, 34 degrés. À Athènes, 35 degrés. On n'était pas en vigilance canicule dans ces pays-là il y a un an, le 14 juillet. Et pour autant, quand on voit ces températures, on se rapproche, on est quasiment au même niveau, pour certains d'entre eux, à 35-36 degrés. Et pour autant, il n'y a pas de vigilance rouge sur place. Donc, que font ces pays, justement, pour lutter contre ces chaleurs ? Il y a un débat qui revient au sein de la société, l'opinion publique et également politique. C'est le sujet de la climatisation. Tous les politiques s'en mêlent depuis quelques heures, notamment à droite comme à gauche. Écoutez notamment Marine Le Pen qui est pour, et la réponse immédiatement après de Jean-Luc Mélenchon qui est contre. Évidemment. Si je suis élue présidente de la République, je mettrai en place un plan massif de climatisation. Les écologistes, à partir du moment où ils veulent pas quelque chose, ils vous tordent des études, ils vous sortent des trucs, ils vous les coupent en petits morceaux, ils vous prennent des bouts de phrases pour réussir à vous convaincre qu'il faut pas le faire. Donc je veux dire, l'absurdité, c'est de faire mourir les gens de chaleur, d'accord ? Ça, c'est l'absurdité. C'est le truc qu'il faut pas faire. Il faut surtout pas faire ça. Climatiser partout, ça veut dire augmenter les dégâts. Bien sûr. Bon, ça m'étonne pas, elle y connaît rien. Alors, ça, c'est vous. Elle y connaît rien, pardon, je retire. Alors, on va faire un point sur le vrai du faux sur la climatisation avec Mathilde Wessel. Juste avant, regardez ce chiffre, parce que les Français, eux, ils ont déjà pris leur disposition. Et il y a un chiffre, regardez, c'est le nombre de ventes de climatiseurs. Avant même de savoir ce qu'il en est vraiment de la climatisation, les ventes de climatiseurs ont augmenté de 600%. Vous allez voir ce chiffre, c'est assez saisissant. Et les ventilateurs, je crois qu'on est à plus de 200%. Donc les Français ont fait leur choix. Mais on va faire un point avec vous, Mathilde Wessel. Voilà pour ce chiffre. Parce qu'évidemment, dans le débat aujourd'hui, cette aide climatisation qui revient, combien de foyers en France, d'abord,
ont une climatisation aujourd'hui. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Effectivement, vous l'avez dit, les Français sont de plus en plus nombreux à s'équiper en climatisation. En 2020, c'était 8 millions de logements français qui étaient climatisés. Eh bien, 6 ans plus tard, plus d'un quart des foyers français sont équipés. 13% pour les appartements, vous le voyez, 28% pour les maisons individuelles, un chiffre qui ne cesse d'augmenter chaque année. Prenons également en compte la localité des foyers, puisque près d'un logement sur 2 est climatisé dans le sud de la France, qui est quand même considérable, contre à peine 1 sur 10 en Bretagne. Et selon les projections du réseau de transport d'électricité, eh bien, ce sera 50% des logements français qui devraient être climatisés d'ici 2035. Alors, soyons concrets, quelles sont les clims préférés des Français et surtout combien ça coûte? Alors, le climatiseur le plus installé en France, d'après Elowatt, c'est le climatiseur mobile. Il faut compter entre 200 et 350 euros pour une entrée de gamme, mais le prix, lui, peut monter jusqu'à 1500 euros. Le deuxième climatiseur le plus vendu en France, c'est le monosplit réversible, 10 pompes à chaleur. Lui, il se fixe au mur. Et concernant le prix, il faut compter entre 1500 et 4500 euros en prenant en compte évidemment la pose. Et la question, est-ce que ça pollue? Alors oui, mais pas forcément pour les raisons que l'on imagine. Je vous propose d'écouter l'analyse de François Gémeigne, membre du GIEC, qui était invité hier d'LCI. Parfois, on a l'impression qu'il y a une sorte de gens qui sont arc-boutés sur des positions idéologiques et qui disent la clim, c'est une solution, donc c'est mal. Alors, on va pas faire de la clim partout. Sur la question des rejets des gaz fluorés qui sont utilisés dans la clim, qui étaient également néfastes pour le climat, ils ont été interdits par la Commission européenne depuis 2024. Merci l'Europe pour ça. Et donc, la clim, aujourd'hui, ne pose pas de problème en France pour le climat. Il a raison. Alors la climatisation a aussi évidemment un coût environnemental en France. Elle représente près de 5% des émissions de CO2, soit 4,4 millions de tonnes chaque année, selon l'Agence de la transition écologique. Alors le principal problème, ce sont les fluides frigorigènes. Lorsqu'ils fuient, eh bien certains de ces gaz réchauffent jusqu'à 2000 fois plus que le CO2. Alors, on va quand même nuancer ces propos. En France, cet impact reste plus faible qu'ailleurs dans le monde grâce à une électricité largement produite par le nucléaire et donc moins émettrice de carbone. Merci beaucoup Mathilde Vessel. On va parler des climatisations et toute la question juste dans quelques instants. Mais d'abord, prenons la direction de Paris, des rues de Paris. On retrouve Brandon Noiret parce qu'effectivement, il y a cette question de la fête de la musique, de la climatisation aussi à l'intérieur dans les restaurants. Comment ça se passe autour de vous ? Il fait très chaud, mon cher Quentin, bonsoir. Prenez un peu des Bee Gees, les Rolling Stones, vous mélangez le tout et ça donne une version moderne, ça donne les 21-20, justement les déranger quelques secondes. Bonjour messieurs, je vous dérange quelques instants. Je sais que vous êtes en pleine répétition face à une foule très importante qui attend justement face. Monsieur, dites-moi, faire de la musique avec de la chaleur, on vous voit en transpiration depuis tout à l'heure, ce n'est pas trop difficile? Ça prend de la transpiration pour pouvoir bien, tu dois filtrer tous les vitamines. Qu'est-ce que vous avez à dire? Les instruments sont sensibles à ces températures importantes? Les instruments sont plus sensibles que nous, j'ai l'impression. Je me suis brûlé les doigts sur le dessus du clavier tantôt, mais nous, on résiste à la chaleur. Même, on a l'impression qu'on a la capacité à faire monter la chaleur un peu plus. La chaleur humaine, en face, justement. Parce que là, c'est vrai qu'il fait très chaud. Là, on est protégé avec justement ces îlots de fraîcheur à l'ombre. On l'entend, les téléspectateurs se disent, vous êtes du Québec. Je regardais tout à l'heure, le thermomètre, c'était 20 degrés à Montréal. Plus de 35 degrés, là on le constate, 36,5 cet après-midi à Paris. Ça va, vous supportez? Ben ouais, je pense que c'est le groupe qui a fait doubler la température, ou c'est quoi du genre, là? On passe l'année au Québec à se plaindre qu'il fait froid. Nous autres, on est venus. Une petite question, parce que monsieur a la batterie derrière. Là, je sais que vous êtes à l'intérieur. À l'intérieur, forcément, on se protège au maximum. Oui, c'est quand même beaucoup mieux. J'ai la meilleure place pour ça, au moins. Donc là, je sais que je suis... Alors, je sais qu'en face, on n'arrête pas de crier. On va vous laisser justement chanter. C'est reparti pour vous. Quentin, je vous laisse avec cette musique. Allez, admirez, écoutez justement cette ambiance ici. Ce sera comme ça tout au long de la soirée. Merci beaucoup, Brandon Noiret. Merci également à Louis Mahé et Charlemagne. Évidemment, ces personnes, comment ne pas fêter la fête de la musique, c'est toujours un moment agréable. Encore une fois, faites attention et faisons tous attention collectivement. On a rappelé les règles, les bons comportements à avoir avec vous, colonel, et notamment le docteur Dan Bensadoun qui était avec nous. Pour revenir sur le sujet de la climatisation, on en parlait juste avant l'intervention de Brandon. Pourquoi on pose cette question? Parce qu'on a évoqué les températures en Espagne, en Italie et en Grèce dans des moments assez anodins, si je puis dire, 35-34 degrés. Et quand on voit le niveau de climatisation dans ces pays, vous allez voir, on est loin de la France. 25% de climatisation en France, 41% en Espagne,
56% en Italie, 60% en Grèce, le lièvre. La question, on a vu que c'était pas forcément la meilleure solution, mais est-ce que ce n'est pas finalement aujourd'hui la solution la plus adéquate? Le droit au rafraîchissement, c'est d'ailleurs le programme des Nations Unies pour l'environnement qui le dit, est un droit au même titre que l'accès à l'eau ou l'accès à l'énergie, à l'alimentation. Donc ça, c'est d'abord une première chose essentielle. La difficulté, c'est que dans des villes comme Paris, lorsqu'on laisse uniquement les climatiseurs individuels se développer, on refroidit son appartement, mais on rejette aussi de la chaleur à l'extérieur, pour peu que ce soit dans une arrière-cour qui est particulièrement fermée, encore plus si c'est un climatiseur lié à un dispositif industriel. Quand on est dans des rues canyons, c'est-à-dire des rues où l'air ne circule pas, on fait augmenter la température de ses voisins. Donc ça, c'est déjà une première conséquence. Et puis, c'est une solution à moyen terme ou à très court terme, enfin, en tout cas, pour gérer la crise aujourd'hui. Ce qu'il faut faire, c'est s'inspirer de ce que fait, par exemple, ce qu'a fait l'Espagne, c'est-à-dire rénover son urbanisme, créer des courants d'air dans les villes, isoler les bâtiments, travailler sur d'autres solutions qui vont être le passif pour pouvoir offrir ce droit au rafraîchissement à tous et pas simplement à ceux qui vont pouvoir s'offrir la. C'est pas déjà ce qu'on fait aujourd'hui avec les DPE, les isolations de bâtiments? Ça va pas assez vite. Pas beaucoup. Et puis, il faut quand même regarder les choses en face. Tous les fonds qui sont destinés à la rénovation des bâtiments, à ce genre de choses, c'est les premiers qui trinquent quand il y a des mesures budgétaires. Parce que il y a d'autres choses qui paraissent plus urgentes. Alors, à force que d'autres choses soient plus urgentes, on le fait pas. Moi, personnellement, je suis pas une ennemie de la climatisation, même si je suis entièrement d'accord avec Maud Lelièvre. Pour moi, le problème le plus important, c'est dans les villes et c'est le réchauffement des autres. Mais on a une électricité qui est décarbonée largement entre le nucléaire et le renouvelable. Et deuxièmement, comme le disait François Gémen, les questions des gaz, en principe, elle est résolue puisqu'on n'a plus le droit d'en mettre. Donc, mais ceci étant, c'est pas une solution de long terme. C'est une solution utile maintenant pour pouvoir s'adapter. Mais l'adaptation, elle va devoir aller beaucoup plus loin. C'est une transformation de nos villes qu'il va falloir faire. Alors, c'est pas seulement des petits îlots de forêt urbaine, c'est très sympa, mais ça suffira pas, évidemment. Il faut revoir nos villes. Il y a des villes, par exemple, qui ressuscitent des cours d'eau qui avaient été asphaltés, sur lesquels on avait fait des routes, pour précisément recréer des îlots de fraîcheur, mettre des arbres autour. Mais c'est une nouvelle réflexion. Vous savez, c'est un changement profond. On a vécu une époque où le président Pompidou disait qu'il fallait adapter la voiture à la ville, la ville à la voiture. Aujourd'hui, il faut adapter la ville à la transformation climatique. C'est tout un programme. Mais c'est un programme d'investissement, ça veut dire que ça va faire travailler des gens. Il faut pas toujours voir non plus les choses sous un angle négatif en disant ça coûte. Oui, ça coûte, mais ne rien faire coûte encore beaucoup plus cher. Et deuxièmement, c'est des investissements, ça fait travailler des gens, ça fait de l'emploi, c'est de l'activité économique. Et on va justement voir le coût de ce que pourrait représenter une mise à niveau, entre guillemets, des pays du Sud sur ce sujet de la chaleur. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui bougent, Arlette Chabot, politiquement parlant, sur la climatisation? Parce que vous avez interrogé ce matin Marine Tondelier, candidate à l'élection présidentielle pour les écologistes, et la candidate des écologistes, elle ne se dit pas contre à 100% la climatisation. Écoutons Marine Tondelier, on en parle juste après. En fait, la clim, c'est simple, c'est ni un tabou, ni une solution à tout. On va pas dire aujourd'hui, non, la clim, on n'en met pas, ça coûte de l'énergie, donc on n'en met nulle part. La réalité, c'est qu'il faut en urgence équiper les services publics, notamment les écoles et les hôpitaux de clim. Mais pourquoi je dis que c'est pas une réponse à tout? Déjà, on sait que la clim, elle prend l'air à l'intérieur, elle le remet à l'extérieur. Donc si vous êtes, par exemple, à Paris, où le logement est très dense, si vous êtes dans le logement climatisé, vous êtes mieux. Mais en fait, vos voisins seront moins bien. Et ceux qui sont dans la rue, ce sera encore pire. Il y a une augmentation très manifeste des températures extérieures. Donc je le dis, il y a des endroits où on peut plus se passer de clim. Arlette Chabot, c'est presque la première fois que j'entends une écologiste. Moi aussi. Moi aussi, j'étais un peu effectivement étonnée. Ça veut dire qu'on sort d'un débat idéologique. Parce qu'au fond, Marine Tondelier, elle est pour... naturellement équiper en premier les lieux qui accueillent les plus fragiles, c'est-à-dire les écoles, les crèches, les hôpitaux et les EHPAD. C'est-à-dire que c'est... On rendez compte, Marine Tondelier dit la même chose que Marine Le Pen. Je ne vais pas la mettre en difficulté, c'est pas ça le sujet, mais c'est exactement ce que disait Marine Le Pen. Il faut installer dans des lieux fragiles. Donc, si on sort du débat idéologique, c'est pas mal de la bataille politique qui est un peu dérisoire. Parce que là, effectivement, maintenant, il faut arriver à travailler sur autre chose, c'est-à-dire
comment effectivement on s'adapte. Et ça, je pense que tous les Français ont compris. C'est un virage qui se passe. Je pense qu'il y a une prise de conscience des Français. Effectivement, vous pouvez inviter des responsables, des experts du GIEC qui depuis des années vous disent attention, attention. On se dit ouais, bon d'accord, ça va. On a le temps, tout va bien. Et puis là, je pense que pour beaucoup de Français, il y a une prise de conscience que effectivement, il faut s'organiser autrement. Et c'est vraiment de transformation. Parce que ça veut dire, et là, effectivement, l'ancienne ministre qui est à côté de moi a tout à fait raison, ça veut dire qu'il va falloir réfléchir en de nouvelles normes pour la construction, effectivement, des bâtiments, grande réflexion pour l'agriculture, parce que ça va être un vrai problème, effectivement, pour les agriculteurs, pour les éleveurs particulièrement. Donc, je pense que sur tous les sujets, il va falloir se dire, on reconstruit autrement et on va vivre autrement. Et ça, c'est un moment important d'une prise de conscience. Dernière canicule, la première canicule à laquelle on se réfère, c'est 2003. Il y a 76 avant. Voilà, 76, mais oui. On se dit sur 2003 et on se dit 2026, ça va. Non, c'était le mois de mai et le mois de juin. Donc je pense que l'arrivée de ces moments qui ne sont plus exceptionnels, plusieurs reprises dans l'année, ça, franchement, il y a une prise de conscience pour tout le monde. Mais Corinne Lepage, est-ce qu'on a les moyens ? Parce que regardez, selon les chiffres qu'on voit ici et là depuis quelques heures maintenant, si on se met à niveau, par exemple, des pays du Sud, par exemple, pour climatiser au moins nos lieux vitaux, on appelle ça, autrement dit, les EHPAD, les hôpitaux, les écoles, les crèches, 40 milliards d'euros. Si on veut mettre à niveau tous les services publics, notamment aussi les transports et tous les logements, on arrive à 200 milliards. On n'a pas cet argent aujourd'hui, Corinne. Non, on l'a pas. Mais d'abord, il y a des fonds européens qui sont consacrés à ce genre de choses, donc on peut aller les chercher. Et puis, on va pas le faire en 1 an, ni en 2 ans. Et puis, c'est pas que des fonds publics. Il va y aussi avoir des financements privés. Puis, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qu'on fera moins, mais ça nous coûtera moins cher aussi. Je veux dire qu'on a une manière de compter. Je prie de m'excuser. On a une manière de compter qui fait que on ne voit que la dépense immédiate et on ne voit pas le coût correspondant si on ne le fait pas. Regardez le rapport de la Cour des comptes du début de l'année 2026 sur les coûts de l'inaction climatique, c'était catastrophique. C'est quasiment de 1 à 4 ou de 1 à 5. Et puis, je voudrais rajouter une chose. C'est qu'on parle d'adaptation, mais en fait, il y a des mesures qui servent à la fois à l'atténuation et à l'adaptation. C'est-à-dire que ça permet à la fois de réduire les émissions de gaz à effet de serre, alors pas la climatisation, parce qu'effectivement, il y a ce qu'on soulignait sur le rejet à l'extérieur, mais il y a des mesures que l'on va prendre qui vont à la fois réduire les émissions et permettre l'adaptation. Typiquement, tout ce qui concerne la végétalisation, par exemple. Alors, on a parlé justement du coût de ce que pourrait engendrer une mise à niveau. On va dans un instant s'intéresser au coût d'une canicule aussi, parce que ça coûte énormément d'argent. Mais juste avant, on va prendre la direction du Mans. On retrouve notre reporter sur place, Chloé Barbeau, parce que au Mans, je le rappelle, c'est la toute première fois de son histoire que la ville est concernée par une vigilance rouge canicule. Et évidemment, on s'organise autour de vous. Et oui, tout à fait, avec ces records de température, 37 degrés cet après-midi au Mans, un record. Il a été décidé que la vente d'alcool sur la voie publique était interdite, avec pour conséquence directe, alors que c'est la fête de la musique, peu de monde, voire quasiment personne sur cette terrasse, alors qu'on est dans le Vieux-Mans, un quartier très agité en temps normal. On est avec Émilie, qui est la patronne du comptoir aux Cocottes. Comment vous le sentez, cette fête de la musique, là, quand vous voyez que la terrasse est complètement vide ? Très mal. Très mal, personne, il fait trop chaud, on prévoit du monde à travailler, on prévoit du stock et au final, il n'y a personne. Effectivement, vous parlez de tous les investissements que vous avez faits en préparant ce gros événement de l'année. On va rentrer à l'intérieur de la boutique et on va voir qu'en effet, il y a 7 fûts de bière que vous comptiez écouler en vente à emporter, c'était bien ça ? C'est ça, tout à fait. 7 fûts, c'est ce qu'on passe à peu près tous les ans à la fête de la musique. Donc tout est prêt depuis le début de la semaine. Les commandes, le barnum, les fûts, les softs aussi, beaucoup d'eau. On avait prévu beaucoup d'eau et puis hier, on apprend que il est interdit de vendre de l'alcool sur la voie publique. On a encore le droit sur nos terrasses, mais pas à emporter. Même les gens ne peuvent pas se balader avec une bière à la main due à la canicule.
Il y a eu beaucoup de pertes pour vous. Vous avez évoqué le Barnum qui est juste ici. En temps normal, vous le déployez et ça attire du monde. Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est un Barnum un peu bar. Donc les gens restent autour, consomment. On fait aussi des barquettes de frites. Voilà, c'est une soirée qui marche bien pour nous. C'est une belle journée avec un beau chiffre d'affaires. Vous pouvez l'évaluer déjà, ce chiffre d'affaires perdu ? Autour de 1500, 2000 euros que pour la soirée sur la boisson en importé, ouais. C'est ce qu'on fait. On espère qu'il y aura quand même du monde dans les prochaines heures pour cette fête de la musique. Malgré la nuit tropicale qui s'annonce ici au Mans, les températures ne descendront pas sous les 25 degrés. Vous, Chloé Barbeau, merci également à Clément Mouffetard. Ça vous rassure quand même ces images, colonel, parce qu'on voit quand même qu'il y a une prise de conscience des Français qui ne vont pas se diriger tout de suite sur les terrasses avec la chaleur actuellement. C'est une bonne prise de conscience, effectivement, avec un enjeu très clair, ne pas engorger les urgences. Tous les conseils de prévention que nous donnons depuis quelques jours, les uns et les autres, sont faits pour cet enjeu, qui est un enjeu majeur. Une fois que les urgences sont engorgées, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, il faut effectivement respecter ces consignes, l'hydratation, ne pas consommer d'alcool, plutôt se mettre dans des endroits frais. Cela ne doit pas empêcher de faire la fête. Nous parlions tout à l'heure des décisions qui sont prises en local par les maires, par les préfets, par les élus qui sont des gens responsables et qui connaissent leur territoire, de manière à pouvoir prendre des décisions adaptées. Si en plus le citoyen joue le jeu, eh bien je crois que nous serons tous gagnants. Alors effectivement, on parlait du coût que cela représenterait de mettre à niveau notre pays par rapport aux pays du Sud pour faire face à ces vagues de chaleur. Il faut aussi parler du coût d'une canicule, parce que aujourd'hui, la France perd de l'argent, on le voit notamment avec ces terrasses vides. Toute l'économie est au ralenti, Kadia Ndoumdouas, parce que effectivement, il n'y a pas que les Français qui suffoquent. Oui, effectivement, l'économie aussi, à partir de 30 degrés. C'est ce qu'on apprend de cette étude d'Alliance, l'économie qui ralentit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, le corps humain, il se fatigue plus vite. Alors pour les travailleurs qui sont en extérieur, comme le monsieur qu'on voit justement à l'image, c'est évidemment un ralentissement très clair, logique et très net. En intérieur, en fait, ce qu'il y a, c'est que comme on se fatigue plus vite, il y a plus de pauses et donc moins de concentration. Ça se traduit évidemment par moins d'efficacité, moins de productivité. Donc c'est Alliance Trade qui publie cette étude, qu'il a publiée le mois dernier, et donc qui nous dit qu'entre 30 et 35 degrés, en fait, la productivité horaire baisse de 3% par degré supplémentaire. C'est comme si en fait chaque degré supplémentaire réduisait l'efficacité d'une heure de travail. C'est tout simple. Alors un exemple concret, pas plus tard que l'année dernière, en 2025, la canicule l'an dernier, elle a coûté 0,3 points de PIB. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même 10 milliards d'euros. C'est l'équivalent d'une bonne partie de la croissance prévue pour l'année. Une journée de forte chaleur, c'est-à-dire 32 degrés, quand on parle de forte chaleur, c'est l'équivalent d'une demi-journée de grève. Ça, c'est assez parlant quand même. Alors, si les années les plus chaudes récentes se répètent, entre 2026 et 2030, la France pourrait perdre environ, écoutez bien, 206 milliards d'euros. C'est énorme. C'est l'équivalent de 5 à 7% du PIB cumulé pour les pays concernés. On voit 200 milliards d'euros d'un côté, 200 milliards de l'autre. Oui. On est à peu près équivalent, mais 200 milliards mis pour l'avenir. Donc pour le coup, on serait presque dans un investissement justement pour préparer par rapport à un coût. Que faut-il faire également ? Parce qu'on voit justement le terme de la productivité, visiblement, elle est touchée avec cette chaleur. Marine Tondelier, ce matin, Arlette Chabot évoquait l'idée d'un congé canicule, comme ce qui peut se faire notamment en Espagne. Est-ce que la France peut se le permettre ? Parce que ça va coûter aussi de l'argent à l'État, même si la productivité est moindre. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors, je sais pas, je vous dirais, parce qu'elle a lancé une pétition là, sur les Verts lancent une pétition pour que les Français demandent effectivement ces 5 jours, c'est 4 en Espagne, donc un de plus. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, je ne sais pas si les Français... Enfin, de toute façon, si ça coûte un peu d'argent, c'est vraiment pas le moment de dépenser plus, alors qu'on n'arrive pas à financer des mesures qui seraient indispensables. Mais c'est une idée, pourquoi pas. L'argument, c'est particulier pour des parents notamment qui sont obligés de rester à la maison pour garder les enfants parce que les écoles sont fermées, ne peuvent pas les accueillir. C'est un argument, je ne peux pas travailler, je garde les enfants. Ça s'entend. Maintenant, effectivement, jusqu'où cette mesure peut-elle aller, peut-elle être appliquée ? Gros point d'interrogation compte tenu de nos finances publiques. Maud Lelièvre.
Il faut vraiment investir. 6 à 10 euros aujourd'hui d'économie ou de dommages futurs évités, c'est ce que dit la Banque européenne d'investissement, peuvent être possibles si on investit 1 euro d'argent public. Donc, on ne peut pas pouvoir répondre à toutes les problématiques individuelles. Il faut vraiment investir pour garder des villes habitables, que les gens puissent vivre dans leur appartement, que les enfants puissent aller à l'école. Il faut adapter les horaires de travail, ça fait partie des nécessités. Comme en Espagne, vous évoquiez la question des pays du Sud, les gens se sont adapté leur mode de vie aux températures élevées. Ça, c'est vraiment la priorité aujourd'hui, mais il faut investir. Si on n'investit pas, demain, on n'aura pas les moyens d'avoir 30 jours de congés pour compenser le fait que les villes sont inhabitables. Alors, au début de ce grand dossier, on vous a montré ce bulletin météo fictif qu'on vous montre souvent sur LCI de Evelyne Delia. Il avait été fait en 2014, je vous le rappelle, donc il y a maintenant 12 ans, et qui projetait les températures que pourrait connaître la France un jour de juillet normal, pour le coup, vraiment, avec des températures qui se rapprochent quand même très nettement de ce qu'on voit actuellement. Mais les projections pour 2050 aujourd'hui, est-ce qu'elles ont été mises à jour? Quelles sont-elles concrètement? On retrouve Kadia Doumdouas parce que on veut savoir, et parce qu'on est très inquiet aujourd'hui quand on voit cette vague de chaleur, de ce que pourrait être le visage de la France en 2050. Et les prévisions de Météo France sont effectivement saisissantes. Dans 25 ans, regardez, c'est ce qui se dessine. Eh bien, Paris, en fait, aura le visage de la ville de Montpellier. Et eh bien, si Paris devient Montpellier, en fait, Marseille, ce serait Séville. C'est à peu près l'équivalent. C'est ce que nous dit Météo France dans cette étude qui est très très bien expliquée. En fait, selon les projections de Météo France, en 2050, la France connaîtra un réchauffement de plus 2,7 degrés par rapport à l'époque pré-industrielle. Évidemment, c'est très bien documenté. Je vous le disais sur ce site de Météo France. C'est une étude scientifique que vous pouvez retrouver sur le site internet de Météo France qui nous dit que des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses nous attendent. Conséquence, des risques de sécheresse accentués. Forte diminution également de la neige en montagne, c'est logique, des pluies plus intenses et donc là aussi plus de risques d'inondation. On l'a déjà vu ces derniers mois, ces dernières années. Côté énergie, vous l'évoquiez tout à l'heure, Corinne Lepage, la France connaîtra en 2050 sa marche vers la neutralité carbone. On maintiendra une part importante du nucléaire tout en développant massivement l'éolien et le solaire. L'agriculture aussi va devoir s'adapter donc avec des pratiques plus résistantes au nouveau climat, par exemple, tout simplement des cultures mieux adaptées à la chaleur et à la sécheresse, une meilleure gestion de l'eau ou des variétés qui supportent naturellement beaucoup plus ces fortes chaleurs. Ce sera notamment plus, par exemple, de tournesol, plus de pois chiches ou encore de sorgho, des cultures qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir dans l'Hexagone. Effectivement, il va falloir s'adapter. Claire Delorme, la question est provocatrice, mais est-ce que des villes comme Lyon, Bordeaux, Nice, je pourrais en citer plein, Perpignan peut-être, est-ce que ce sont des villes qui pourraient devenir inhabitables dans 24 ans? On rappelle qu'il y a 24 ans, c'était en 2002. Est-ce que là, on peut se retrouver avec des villes où on ne pourra plus habiter dans un peu plus de 20 ans? Alors, inhabitable, le mot est peut-être un petit peu fort, mais où ça va être difficilement vivable, certainement, surtout si on a du mal à supporter les très fortes chaleurs. En 2050, un été, en moyenne, pour la moitié nord, serait de 40 degrés, et plus au sud, on pourrait atteindre des pointes allant jusqu'à 50 degrés. Donc ça, c'est vous dire, et ce n'est pas, certes... exact, mais c'est un réel scénario de canicule qui peut se mettre en place à plus 25 ans. Donc ce sont des projections qui peuvent être parfaitement réalistes avec ces 2,7 degrés supplémentaires. Donc il est vraiment urgent d'adapter nos espaces urbains. Et il y a vraiment quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué. Alors certes, on a parlé de la climatisation, qui est un outil, une solution d'appoint, on ne va pas dire le contraire, mais il y a quelque chose qui a complètement été, pour moi c'est oublié, voire quasi sous-coté, c'est les arbres en fait, et même la végétalisation d'une manière beaucoup plus générale. Il est parfaitement possible, avec un peu d'ingéniosité, de végétaliser nos villes, on peut végétaliser aussi nos immeubles et on peut avoir ne serait-ce que quelques portions, quelques surfaces qui est remplies de végétaux, ça peut nous faire baisser le mercure entre 2 jusqu'à 4 degrés. Donc ça, c'est loin d'être anodin, puisque les arbres ont cette faculté de transpirer. En transpirant, ils émettent des micro-gouttelettes dans l'atmosphère et ça, c'est extrêmement rafraîchissant pour les organismes. Ça nous permet de récupérer beaucoup plus vite. Donc je pense qu'il faudrait plutôt, sur le moyen long terme, tendre vers ce genre de solution pour qu'en effet, Bordeaux, Lyon,
Nice, ces exemples que vous citez soient beaucoup plus supportables dans les années à venir. Et on le constate effectivement à chaque fois qu'on se rapproche d'une forêt ou d'un bois, le mercure descend immédiatement, une sensation de fraîcheur. On va reprendre la direction des rues de Paris encore une fois parce que notre reporter Brandon Warret sillonne les rues de Paris en pleine fête de la musique, évidemment parce que la fête n'a pas été interdite dans la capitale parisienne, avec tout de même une restriction en ce qui concerne évidemment l'alcool dans les rues publiques. Comment ça se passe autour de vous, Brandon ? Pour ne rien vous cacher, mon cher Quentin, nous étions il y a quelques instants place de la République. Presque impossible de rejoindre le canal Saint-Martin, étant donné qu'il y a du monde, beaucoup de monde rassemblé. Nous sommes là depuis ce matin très tôt. Alors il y avait évidemment beaucoup de baigneurs, ces Parisiens, ces touristes, le long des quais de Gemap et de Valmy. Mais quand même, là on voit que la fête va débuter. Elle a même déjà débuté depuis quelques minutes. Vous entendez cette musique très forte, cette ambiance. Beaucoup de personnes rassemblées pour profiter, chercher aussi quelques îlots de fraîcheur, parce que vous savez, pour l'instant, à presque 18h, il fait 37 degrés dans la capitale et vous le constatez, on saute encore dans l'eau, quelques plongeons, beaucoup de sourires, une dame ici avec un coucou à la caméra parce que ils ont la possibilité jusqu'à 20h de profiter de ce canal Saint-Martin. Et aussi, vous l'avez dit Quentin, parce qu'il y a l'interdiction de consommer de l'alcool le long de ces quais pour éviter des risques de déshydratation, des risques de malaise obligatoires avec des conditions importantes. Le risque c'est 135 € d'amende. Mais tous nous disent depuis tout à l'heure, on consommera de l'alcool parce que, évidemment, une fête de la musique sans alcool, ce n'est pas possible, même si on le rappelle, l'alcool, c'est dangereux pour la santé, c'est à consommer avec beaucoup de modération. Et puis, on voyait tout au long des rues parisiennes, beaucoup de Parisiens qui nous ont dit, avec cette chaleur, on passera pas du temps à la maison, on profitera, tout au long de la nuit, la musique, beaucoup d'ambiance le long de ces quais et un peu partout dans Paris. Brandon Warret en direct du canal Saint-Martin à Paris. Merci également à Louis Mahé Charlemagne. Alors, on disait il y a quelques instants qu'on respectait plus ou moins les restrictions au Mans. À Paris, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais après, c'est la capitale, donc on sait évidemment, on se prépare, j'imagine, à la sécurité civile, à avoir plus d'interventions dans des grandes villes comme Paris que dans les villes moyennes comme au Mans. Effectivement, nos moyens sont renforcés à Paris comme dans tous les départements, avec des sapeurs-pompiers. Les 250 000 sapeurs-pompiers français sont mobilisés, donc les gardes sont renforcés dans les casernes. Les associations agréées de sécurité civile, les bénévoles, sont également là pour tenir des dispositifs prévisionnels de secours. Ils assurent également des maraudes, on en parle moins, mais pour des personnes qui sont en difficulté dans les rues ou dans des habitats plus précaires, ces bénévoles distribuent des rafraîchissements, distribuent des brumisateurs également. Et puis, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a également un risque de feu, de forêt, et les moyens de la sécurité civile sont prêts à intervenir. Nous avons eu par exemple aujourd'hui des feux de récolte et dans le Cher par exemple, et donc nous sommes capables d'intervenir avec des moyens aériens qui sont prêts, les Canadair, des hélicoptères bombardiers d'eau, et puis au sol des équipes spécialisées. Risque de noyade aussi, puisque là, vous parlez de Paris, il y a des spécialistes, des sapeurs-pompiers spécialisés dans le secours nautique qui sont mobilisés, et cela est vrai aussi partout sur le territoire. C'est vrai que le risque d'incendie qui va arriver juste après, souvent, c'est ces vagues de chaleur qui nous amènent à des vagues. On sait qu'il y a eu on se souvient des nombreux incendies il y a quelques années qui avaient marqué notamment dans les Landes, dans le sud-ouest du pays. Merci d'avoir animé le grand dossier avec moi. Merci Arlette Chabot, merci Corinne Lepage, merci colonel Jérôme Boulanger, Maude Lelièvre et Claire Delorme.